Bonjour à toutes et à tous, merci de vous être rendus disponibles pour assister à cette émission dédiée à l'exercice des fonctions de direction en Outre-mer. Elle a été préparée conjointement par la MICOR, la CGSS de La Réunion et l'UCANS. Nous remercions d'ailleurs l'UCANS de nous accueillir ici dans son studio pour cette émission au cours de laquelle vont se relayer plusieurs intervenants qui, comme vous le verrez, ont à cœur de vous faire partager leur expérience. Alors, cette émission, nous avons souhaité donner la parole à celles et ceux qui exercent ou ont exercé en Outre-mer afin de vous donner l'information la plus complète possible, on l'espère, et surtout proche du terrain concernant les missions de directeur ou d'agent de direction en Outre-mer, tant sur le plan professionnel bien sûr que sur des aspects de vie personnelle et familiale, parce qu'on sait que vous pouvez vous poser des questions. Nous alternerons interventions, témoignages et vidéos pour vous présenter un panorama le plus complet possible de ce qui vous attend si vous souhaitez participer à ces missions en Outre-mer ou même simplement vous informer comment ça se passe avant, pendant et après à la suite d'une expérience comme celle-ci. Autant de questions que vous êtes à même de vous poser. Alors derrière votre écran, que vous soyez agent de direction ou en cours de scolarité à l'EN3S, eh bien c'est le bon moment pour vous informer des parcours possibles. Sont avec nous aujourd'hui Jean-Yves Casano, directeur de la mission de coordination Outre-mer, Benoît Serriot, directeur de la CGSS de La Réunion, Aurélie Magne, directrice adjointe à la CGSS de la Guadeloupe, Anna Lazeras-Osta, directrice retraite, prévention des risques professionnels à CGSS de la Guyane, Thierry Delabure, directeur de l'URSSAF Poitou-Charentes et en distanciel Maude Boraigne, sous-directrice gestion du risque à la CEPAM du Finistère. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci d'être ici aujourd'hui avec nous. Bonjour. Alors, dernier petit message aussi avant de commencer. Tout au long de l'émission, vous allez avoir la possibilité de poser vos questions via Teams. Vous avez un lien sur le côté. Nous répondrons en fin d'émission et si nous n'avons pas le temps de traiter l'ensemble de vos questions, on fera une FAQ post-émission qui sera publiée avec le replay de celle-ci. Alors pour commencer, messieurs, je me tourne vers vous. Je vais vous donner d'abord la parole à vous, Jean-Yves Casano, directeur donc, de la MICOR, mission de coordination Outre-mer, qui va nous présenter donc, le contexte de cette mission, et à Benoît Serriot, directeur de la CGSS de La Réunion, qui a copiloté le chantier RH dédié d'Outre-mer. Messieurs, bonjour et bienvenue en plateau. Bonjour. Eh bien, la parole est à vous. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Alors le contexte, juste en deux mots, la MICOR, c'est une structure de coordination effectivement de toutes les activités de sécurité sociale outre-mer. Donc elle a l'intérêt de pouvoir travailler en interbranche et en interrégime puisque les organismes ultramarins gèrent l'ensemble des branches et des régimes, excepté la branche famille pour les CGSS. Par contre, la branche famille c'est gérée également par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Donc l'objet, c'est effectivement de travailler entre nous et puis voir comment on peut essayer de coordonner l'ensemble des activités de sécurité sociale sur des sujets communs qui intéressent les directeurs généraux de ces organismes et qui nécessitent un certain nombre d'arbitrages éventuellement des directeurs généraux des caisses nationales. Donc l'idée et la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui vient du fait que les directeurs généraux des organismes ultramarins ont fait le constat d'une difficulté assez marqué de recrutement quand des postes étaient disponibles. Alors on va dire le recrutement c'est aussi difficile dans l'Hexagone, ce n'est pas qu'un sujet d'outre-mer, en fonction des postes, en fonction des territoires, on peut avoir des difficultés marquées, mais pour l'outre-mer c'est encore plus difficile parce qu'il y a l'éloignement et donc l'enjeu de cette séance de travail que nous avons menée, que nous avons fait valider en comité plénier par les directeurs généraux des caisses nationales, c'était de travailler effectivement sur l'ensemble des paramètres et les conditions qui pouvaient intéresser et attirer les territoires en Outre-mer. Alors, même si on dit l'Outre-mer, ça peut être attractif, c'est des postes qui sont hyper intéressants parce qu'on gère de l'interbranche, ça permet d'améliorer ses propres réseaux, on est confronté à de nouvelles cultures, mais ça... les collègues ici présents parleront, on voit bien que c'est difficile. Donc tout l'enjeu, ça a été effectivement de réfléchir aux modalités d'une meilleure attractivité dans les Outre-mer. Et donc le directeur de la sécurité sociale et les directeurs généraux ont validé cet axe de travail, donc qui a été copiloté par Benoît Serriot, donc directeur général à La Réunion, et puis aussi par l'UCANS, avec Catherine sur le sujet. Karine, pardon. Voilà, donc là, on va vous présenter effectivement ces sujets-là.
c'est comment on donne de la visibilité. Alors ce ne sera pas une carte postale, c'est une vision objective, réaliste, pour effectivement démontrer tout l'intérêt dans un parcours professionnel et sur le plan personnel d'aller travailler dans les organismes d'outre-mer. Donc première étape, c'est effectivement ce webinaire aujourd'hui que Benoît a préparé avec Karine et un certain nombre de personnes. Et puis on va avoir un comité plénier avec le directeur de la Sécurité sociale et les DG des caisses nationales, soit fin d'année 2023, soit début 2024, pour faire un certain nombre de propositions pour les candidats qui seraient intéressés par l'outre-mer et en essayant de favoriser les parcours, mais aussi donner de la visibilité sur les retours dans l'Hexagone. Donc voilà ce que je peux dire en introduction. Et l'idée, donc, c'est de montrer tout l'intérêt d'aller travailler en Outre-mer en parlant vrai avec les témoignages que nous allons avoir en plateau. Benoît, quelques mots aussi. Ce chantier, pourquoi maintenant ? Alors ce chantier, d'abord bonjour à chacune et chacun, j'espère que vous êtes très nombreux. On espère aussi. Merci à Sébastien, merci à Karine aussi, aux équipes de Lucans d'avoir tout organisé. En fait, aujourd'hui, c'est un point de départ en quelque sorte. C'est le moyen pour tous ceux qui sont intéressés ou qui en ont rêvé ou qui en ont entendu parler ou qui en ont envie de s'informer davantage sur les particularités des emplois outre-mer. Parce que, comme l'a dit Jean-Yves, eh bien, c'est compliqué, le recrutement en métropole, mais aussi en outre-mer. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va consister aussi, dans le cadre du pilotage du chantier 4, MICOR, hein, dont vous parliez à l'instant, à élaborer une sorte de guide des bonnes pratiques à destination des différents réseaux. C'est-à-dire quels sont les points sur lesquels il faut être vigilant, attentif, qu'est-ce qui manque dans les dispositifs d'accompagnement, comment on peut améliorer ce qui existe, comment on peut prendre en compte une situation personnelle, familiale, professionnelle, dans le cadre d'une mutation. Donc on aimerait aussi, dans le cas des propositions qu'évoquait Jean-Yves, avoir des choses très concrètes, parfois très faciles à mettre en œuvre, mais qui sont souvent nécessaires pour une réussite professionnelle et personnelle dans un job outre-mer. On espère qu'on va apporter des réponses à ces questions. Vous êtes venu avec, je crois, 2 slides assez simples pour nous rappeler un petit peu quels organismes composaient l'outre-mer. Oui, donc voilà, façon de rappeler qu'aujourd'hui il y a 12 organismes qui sont répartis sur 5 territoires en Outre-mer, avec des statuts un peu différents. Il y a 4 CGSS, il y a 3 caisses de prévoyance sociale, il y a une caisse de sécurité sociale et il y a 4 CAF. Voilà, donc vous voyez sur la planisphère comment ça se répartit. Il y en a à peu près dans tous les coins du globe, si tant est qu'il y ait des coins dans un globe. Bien vu. N'est-ce pas ? Voilà, donc ce qui est important, c'est de voir qu'il y en a qui sont multibranches, transversaux, comme les CGSS, les caisses de prévoyance sociale et la caisse de Mayotte. Il y en a qui sont monobranches, comme les caisses d'allocation familiale, qui finalement ne diffèrent pas dans les métiers de ce qu'on peut trouver dans une caisse d'allocation familiale à métropole. Alors que pour les autres, il s'agit de mettre en œuvre les politiques sociales de différents risques et de différents régimes au sein d'un même territoire. Voilà. Et puis si on passe à la slide suivante, on met en avant ici un élément important qui est le décalage horaire. C'est très difficile de faire entendre, comprendre, mettre en œuvre le fait qu'il y a finalement le créneau où on peut avoir toutes les caisses d'outre-mer en même temps en visio, pratiquement il n'y en a pas, sauf en tout début d'après-midi, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Alors on vous a mis le détail des décalages horaires en moins en plus par rapport à Paris, Paris restant le centre évidemment pour tout collaborateur d'une caisse de sécurité sociale. C'est là qu'on rend compte. Voilà, donc c'est en plus en moins, par exemple, je prends l'exemple de la Réunion, il y a marqué moins 2 heures ou moins 3 heures. C'est-à-dire plus 2 heures ou plus 3 heures, pardon, ça veut dire qu'on a 3 heures d'avance en hiver et 2 heures d'avance en été. Je ne parle pas de l'été austral, mais de l'été continental. Ce qu'on retiendra, 14 heures, c'est le bon horaire pour mettre tout le monde d'accord à peu près. C'est normalement, quand on veut organiser une réunion interbranche avec l'ensemble des organismes de métropole et d'outre-mer. Merci Benoît. Alors, je vous l'ai dit au début, on a scindé l'émission en 3 parties, le avant, le pendant et l'après la mission. On va commencer d'abord avec le avant, c'est avec vous, Aurélie Magne. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Aurélie. Alors, vous exercez en tant que directrice adjointe à la CGSS de la Guadeloupe depuis une année maintenant dans le domaine des ressources humaines. Vous êtes notamment en charge des relations sociales. Première question, vous étiez auparavant sous-directrice à la CEPAM Buchère dans les fonctions support. Ça fait un sacré changement.
C'est un peu, je dirais, presque le grand écart. Racontez-nous un petit peu ce qui vous a décidé, poussé à postuler à la CGSS de la Guadeloupe. Oui, bien, bonjour à tous, bonjour Sébastien. Effectivement, c'était un saut important en ce qui me concerne. Comment ça s'est amorcé? En fait, au moment où on pense à un projet de mobilité, on se questionne tous, je pense, sur vers quel réseau ou en tout cas vers quelle branche j'ai envie de me tourner. Et pour moi, l'expérience CGSS, c'était une vraie opportunité, justement, en une seule expérience, de pouvoir connaître, j'allais dire, l'ensemble des branches. Alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque à la CGSS Guadeloupe-Saint-Martin, on ne gère pas la partie famille. Mais on gère également la MSA, par exemple. Donc, au-delà des branches, il y a également un nouveau régime en termes de compétences. Donc, pour moi, c'était vraiment une vraie opportunité d'élargir les compétences en une seule expérience. Et puis, les CGSS, on en entend quand même très régulièrement parler quand on fait partie même d'une seule branche. Donc, pour moi, c'était vraiment une curiosité aussi d'aller appréhender de l'intérieur ce fonctionnement transverse qui paraît, quand on est éloigné, assez complexe, donc qui l'est en réalité aussi. Mais voilà, c'était vraiment ce pari, on va dire, de travailler dans des opportunités complètement nouvelles. Alors, j'ai entendu, il y avait l'éloignement géographique, la découverte d'autres branches. Est-ce que vous avez eu d'autres questionnements avant de vous décider à postuler ? Eh bien, oui. En fait, sur ce genre de candidature, les questionnements sont vraiment très, très nombreux. Tant sur la partie professionnelle que personnelle, parce que effectivement tout change. Donc sur la partie professionnelle, en tout cas en ce qui me concerne, les principales questions étaient vraiment sur le niveau des attendus en termes justement de compétences, d'expérience. Moi, j'étais issue uniquement de la branche maladie. J'ai travaillé longtemps dans les organismes corses en branche maladie, puis, comme vous l'avez dit, dans le Cher, mais toujours en branche maladie. Donc, est-ce que je vais réussir à m'adapter justement à ce fonctionnement ? Pour moi, il y avait également la partie travailler au sein d'un CODIR avec beaucoup de personnes, puisque j'ai toujours été issue d'organismes de petite taille. Et puis, sur la partie personnelle, bah oui, on a énormément de questions, c'est-à-dire nos enfants, la scolarité, l'intégration, l'éloignement géographique, le décalage horaire, enfin tout ça, et y compris l'éloignement avec nos réseaux, puisque justement, on se dit, sur le versant pro, on se dit, étant à 8000 km et avec moins 6 heures, est-ce que je vais réussir à conserver le lien avec mes autres collègues des organismes, etc. Donc tout ça, effectivement, ça constitue énormément de questionnements. Et il faut réussir, en fait, il ne faut rien s'interdire à ce moment-là, et je pense qu'il faut vraiment réussir à aller taper à plusieurs portes pour obtenir un maximum de réponses possibles. Je pense que c'est la réponse peut-être aussi qu'il faut retenir, ne rien s'interdire, oui, et aller chercher l'information, interroger des collègues peut-être qu'on connaît, qui ont déjà postulé, qui sont déjà peut-être en mission pour avoir ces réponses avant le départ. Alors justement, comment s'est passée la préparation à votre départ ? Ça a été très rapide, parce qu'on va dire qu'il s'est passé 2 mois entre le moment où j'ai été nommée et le moment où vraiment j'ai pris mon poste. Sur le versant logistique, j'ai eu un appui important grâce au marché Muté-Logé. Sur la partie logistique, on va dire déménagement, etc. Ça a été très efficace. Et puis ensuite, il faut aussi rapidement pouvoir s'adapter à tous les imprévus, puisque quand on se lance dans une aventure comme ça, il faut accepter l'imprévu, puisqu'il y en a beaucoup. Il faut savoir les transformer en opportunités. Peut-être, par exemple, j'ai en tête la recherche du logement, parce que la recherche du logement, c'est quelque chose d'assez compliqué, je pense, pour tous. Il faut savoir l'accepter et peut-être pas avoir le bon logement quand on arrive et se dire que c'est qu'une première étape et puis qu'ensuite on peut s'adapter. Bon, et du coup, alors ça c'est avant le départ, et une fois que vous êtes arrivé en mission, en poste, comment ça se passe ? Quelles sont les
les premières actions à mettre en place? Vous avez parlé du logement, peut-être un logement transitoire en attendant de trouver le bon logement. J'espère qu'aujourd'hui tout va bien. Tout va très bien. Bon, alors comment ça se passe du coup après à l'arrivée? Oui, alors je ne l'ai pas précisé, mais moi, pour des contraintes d'agenda, je n'avais pas bénéficié de la visite de découverte du territoire avant la prise de poste. Donc moi, quand je suis arrivée, je n'avais jamais été en Guadeloupe, hein, ça aussi il faut le dire, parce que c'est un des préjugés qui revient régulièrement. Je n'avais jamais été en Guadeloupe, pour autant ça ne m'a pas du tout empêché en arrivant de connaître assez rapidement le territoire. Donc en arrivant, effectivement, il y a alors, encore une fois la partie pro, la partie perso. Sur la partie pro, la recherche du logement, oui, c'est compliqué, il ne faut pas se le cacher, mais ce n'est pas du tout insurmontable. Il faut juste être patient et pouvoir s'accommoder au début. La partie inscription scolaire pour les enfants, ce n'est pas toujours facile non plus, mais là aussi, il ne faut pas hésiter en fait, à pouvoir avoir des appuis sur place qui peuvent nous aider, prendre les bons contacts. Et là aussi, ensuite, tout s'est régularisé quand même assez rapidement. Sur l'intégration, franchement, tout s'est très très bien passé, que ce soit dans la vie, on va dire, au quotidien et dans l'organisme, puisque j'ai eu vraiment un très très bon accueil à la CGSS Guadeloupe Saint-Martin. Tant sur la partie CODIR, donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, découverte d'un grand CODIR où là vraiment la solidarité s'est fait sentir tout de suite, et que l'ensemble de l'organisme en général. Voilà. Après, sur la partie vraiment arrivée, il faut savoir dès le début être tout à fait curieux, aller de l'avant et par exemple sur ce que je disais tout à l'heure sur l'éloignement, oui, on peut vite se faire rattraper par l'éloignement à cause du décalage horaire, etc. Et c'est vraiment à nous d'être proactifs sur je reste en contact avec le réseau, j'appelle mes collègues régulièrement, je m'arrange pour justement trouver des créneaux de réunion qui peuvent coller à tout le monde. Et si à Paris, on oublie un peu ça, régulièrement, je me permets de le faire savoir quand même pour qu'on puisse continuer à être inclus justement dans toutes les actions réseau. Donc le mode réseau est peut-être un peu plus important que quand on travaille en métropole? Oui, en tout cas pour moi, c'est quelque chose que je n'avais pas eu à gérer avant, c'est-à-dire qu'on est vraiment acteur du lien qu'on garde avec le réseau. Ça, c'est vraiment important et c'est à nous justement de faire vivre ça, y compris au niveau de chaque caisse nationale, hein, pour qu'on puisse continuer à être là au bon moment. Oui, tout ça pour que justement à l'intérieur de notre organisme, on puisse faire redescendre les bonnes informations au bon moment et ne pas être en décalage permanent. D'accord, c'est bien noté. Ça fait 1 an que vous êtes maintenant là-bas. Alors oui. J'imagine que ceux qui nous regardent, l'idée c'est de leur donner aussi envie. J'espère que le message passe bien. Donc si certains qui nous regardent aujourd'hui ont peut-être des questions qu'ils se posent, ils peuvent vous contacter, bien évidemment. Avec plaisir. Ça aussi c'est très important. Et surtout aussi ce que je souhaiterais dire, c'est que je suis passée par là, c'est-à-dire qu'on entend énormément de choses avant de partir. Énormément d'idées préconçues, etc. Et vraiment, si on a un projet qui consiste à se faire cette expérience-là, il faut savoir passer au-dessus de ses préjugés, prendre le temps de se construire sa propre réflexion par rapport à ça. Et moi, en ce qui me concerne, c'est vrai qu'on m'a mis en garde plusieurs fois sur des préjugés que je n'ai jamais ressentis à l'arrivée. Et vraiment, je trouve que c'est important d'avoir les bons interlocuteurs à ce moment-là, de personnes qui soit l'ont déjà vécu, soit le vivent, pour qu'on puisse se faire la meilleure idée possible. Eh bien, merci Aurélie, le message est passé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter bien évidemment Aurélie qui se tient à votre disposition. Merci Aurélie. Merci. Alors, on va maintenant continuer d'explorer un peu le quotidien quand on exerce en CGSS, CSS ou en CAF, en Outre-mer. Pour nous en parler, on a avec nous en plateau Anna Lacerras, Ostas, directrice retraite, prévention des risques professionnels à la CGSS de Guyane. Cette fois-ci, nous allons. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, que je m'y retrouve dans mes petites fiches. Anna, je commence donc. Vous avez travaillé précédemment à la classe déléguée du SSTI
On va y arriver. Languedoc-Roussillon et à la CEPAM de l'Hérault, donc un parcours aussi un petit peu différent avant d'arriver en CGSS. Vous êtes aujourd'hui donc directrice retraite prévention des risques pro à la CGSS de Guyane et ça fait 2 ans? Un peu plus. Un petit peu plus que vous y êtes. Avant de vous donner la parole, je vous propose qu'on regarde des images que vous avez filmées vous-même cet été. On va suivre un peu une journée type de votre quotidien à Cayenne. Images. En partant en Guyane, mes collègues m'ont dit que j'étais la plus courageuse de la promo. Voici un petit bout de ma vie en Guyane. Alors Anna, au-delà des images, on a vu, c'est plutôt sympathique. Racontez-nous, c'est comment de travailler en Guyane? Alors, travailler en Guyane, c'est un vrai défi, mais pas pour les raisons que tout le monde peut penser. Travailler en Guyane, en fait, ce n'est pas relever ses peurs aux araignées, aux moustiques, les serpents. C'est l'image que tout le monde a de la Guyane, c'est les bagnes. Donc travailler en Guyane, ce n'est pas ça. Et c'est pour ça que ça nous a semblé intéressant de faire une vidéo qui montre que la vie peut-être est très agréable en Guyane et qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Donc c'est vrai qu'au niveau professionnel et au niveau personnel, on peut vivre d'une manière très très agréable. Alors quel est le vrai défi plus sérieusement une fois qu'on a passé la peur des serpents et des araignées? Oui, donc une fois qu'on a dépassé ça, puisque là par exemple c'est une petite vidéo de 3 minutes, mais c'est vrai que j'ai à disposition une vidéo plus importante qui peut montrer d'autres facettes. Au-delà de cela, une fois qu'on a dépassé ça, les vrais défis vraiment pour travailler à la CGSS en Guyane, c'est niveau professionnel et niveau personnel. Au niveau professionnel, c'est vraiment la richesse professionnelle du poste. Quand j'ai postulé dans ce poste, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'était le côté vraiment multitâche, le fait de pouvoir travailler dans différents domaines professionnels. J'étais déjà issue du RSI, donc c'est vrai que j'avais déjà connaissance de j'avais déjà ce côté multibranche qui me semble très intéressant. Mais là, c'était quelque chose de différent, puisqu'on parle d'une caisse qui va entre 400 ou 450 agents. Et en fait, pour moi, c'était l'opportunité de prendre un premier poste d'agent de direction, puisque je suis issue du Cap d'Ire, tout en ayant une multitude de dimensions professionnelles. Comme vous le disiez, Sébastien, donc j'ai en charge la direction retraite, les risques professionnels, mais également la MSA et également les habilitations. Donc c'est vrai que le défi pour moi de ces côtés, c'était le fait d'avoir une dimension multitâche, de pouvoir faire beaucoup de choses et vraiment d'être réactive. Peut-être on ne peut pas rentrer en profondeur en tout, mais on peut faire une multitude de choses. Au-delà de ça, donc de cette richesse professionnelle, il y a aussi tout ce qui est vraiment l'ampleur de la tâche qu'on a à accomplir. C'est vrai qu'en Guyane, par exemple, il y a une grande différence entre tout ce qui est le littoral et tout ce qui est vraiment les communes de l'intérieur. La Guyane, c'est un département grand comme le Portugal et la vie se concentre surtout dans le littoral. Mais il y en a bien sûr aussi dans les communes de l'intérieur. Alors, il y a un gros décalage
entre les services qu'on peut rendre à nos assurés par rapport à la métropole, mais également par rapport aux services qu'on rend aux personnes, aux assurés qui sont dans les communes de l'intérieur. Donc il y a beaucoup de choses à accomplir. Pour moi, les missions, ils ont vraiment beaucoup de sens. Et quand on réussit à mettre en place quelque chose, quand on réussit à mettre en place des services, c'est très, très gratifiant. Au-delà de ça, donc, au côté professionnel, donc cette richesse et cette côté vraiment multitâche, multibranche, il y a également quelque chose côté personnel très très intéressant, et c'est qu'il y a une diversité extraordinaire en Guyane. C'est vrai qu'il y a un mosaïque de cultures très différents avec les Noirs marrons, les créoles, les métropolitains, les Amérindiens, Surinamiens, Brésiliens, Latinos. Il y a une diversité culturelle exceptionnelle. Et qui dit cela, donc c'est aussi la nourriture, les cultures, c'est vraiment très très intéressant. Et je pense que tout le monde sait que, je l'espère, sinon je vais le dire, la richesse vraiment de la nature. En Guyane, on a une nature préservée avec des forêts vierges. On peut voir la ponte des tortues, on peut faire des randonnées incroyables. Il y a ces fleuves merveilleux. Moi, j'adore voyager en pirogue. Donc, c'est vrai que, en Guyane, on vit normalement. On peut, comme c'est que la vidéo montrait, on va au magasin, on conduit par la route, c'est normal, on mène une vie totalement normale. Mais en même temps, il y a une diversité culturelle qui est très, très, très riche. Vous nous donnez envie d'y aller, j'ai envie de dire. C'est donc un vrai parti pris pour vous d'avoir fait ce choix de la CGSS en Guyane, justement. Oui, c'est un vrai parti pris. Effectivement, ce n'est pas du tout un choix par défaut. Quand la candidature est sortie, il a une première candidature. À ce moment-là, j'avais changé en famille. Et du coup, on a vu peut-être des problèmes, etc. Toute la famille n'a pas adhéré. Mais à la deuxième candidature, l'idée avait déjà mûri. Et c'est vrai que pour moi, c'était l'opportunité de mener un vrai projet professionnel, prendre vraiment plusieurs missions intéressantes et riches, qui nécessitent une vraie implication. Donc c'est aussi quelque chose d'une idée reçue. On va au Dôme pour c'est la coulée douce, c'est pas du tout vrai. On travaille beaucoup. Et donc voilà, donc c'est un vrai parti pris, pouvoir mener cette vie professionnelle avec les côtés vraiment personnels, faire une aventure familiale, une aventure personnelle, tout en étant en complète sécurité. Donc on est, je pense, on change de continent, on change de culture, c'est formidable, franchement. Et quelque chose que j'aimerais vraiment rajouter, c'est le fait de dire que pour venir en Guyane, il ne faut pas avoir un profil aventurier. Franchement, moi, ce qui me manque, peut-être c'est un peu plus d'aventure de ce que j'avais rêvé. Mais vraiment, il ne faut pas être aventurier pour venir en Guyane. Il y a beaucoup de familles avec des enfants en bas âge qui se régalent, qui vivent vraiment une vie paisible, en sécurité. Donc c'est un vrai choix. Dans tous les cas, pour moi, l'été, et je reste aussi à disposition s'il y a des personnes qui veulent échanger avec moi sur ces sujets. Le message est passé, merci Anna. Alors on a bien compris, on a dit qu'on parlait vrai, il n'y a pas besoin d'être Indiana Jones pour aller en Guyane, ça peut se faire assez simplement. Et vous avez bien compris, si vous vous posiez des questions, Anna est à votre disposition, vous pouvez la contacter, elle se fera un plaisir de répondre à vos interrogations pour savoir si vous allez faire du coup acte de candidature. Alors on a d'autres témoignages justement, alors on change de côté, c'est la CGSS de La Réunion, ils ne sont pas avec nous aujourd'hui. Eh bien, je vous propose qu'on les découvre en vidéo quelques minutes avec nos deux collègues de La Réunion. Allez, non. Alors, je suis directeur adjoint à la CGSS Réunion et en charge de la santé assurance maladie, donc, qui regroupe donc, une partie production,
mais également une partie gestion du risque qui gère toute la relation avec les professionnels de santé. Alors, je suis directeur de la production en santé, en charge de cette activité depuis l'année 2020, qui concerne le pilotage de l'accès aux droits, la complémentaire santé solidaire, les frais de santé, la reconnaissance accident de travail, maladie professionnelle et les revenus de substitution. Ça fait déjà depuis 20 ans, plus de 20 ans que je suis au sein de la sécurité sociale. D'abord une expérience au sein du régime agricole pendant une dizaine d'années. Puis après, j'ai passé le N3S et donc j'ai intégré le RSI Réunion il y a une dizaine d'années. Et après 4 ans passés au RSI, puis la fin du RSI, j'ai intégré la CGSS. Et en 2020, donc d'intégrer la direction santé. Alors, je suis rentré dans l'institution depuis maintenant 20 ans. D'abord comme organisateur, ensuite responsable d'un pôle social multibranche et enfin j'ai poursuivi mon évolution professionnelle pour la gestion d'une antenne, notamment sur la gestion de la plateforme téléphonique et la gestion des flux entrants. Déjà découvrir les belles montagnes, aller manger dans un bon restaurant créole, moi j'ai le Rougail Saucisse, aller voir les baleines, découvrir les différentes cultures qu'il peut y avoir sur la Réunion. Et après, la cinquième, travailler à CGSS. Top 5, Mafat, Sillaos, Salazie. Après, une petite plage à Saint-Gilles. Et puis, du tennis de table. Déjà, il y avait une volonté de travailler dans un organisme qui gère plusieurs branches de la sécurité sociale, parce qu'elle gère quasiment toutes les branches sauf la caisse d'allocation familiale. Et moi, dans mon parcours, j'ai toujours été un peu dans ces régimes multibranches. Puis la CGSS, en plus à La Réunion, était vraiment un acteur qui est vraiment très important dans l'économie de La Réunion. Et je trouvais que ça avait vraiment du sens de m'investir sur un territoire où les besoins sociaux sont très importants et où nos actions ont vraiment un impact direct sur la population réunionnaise. Bang. Les deux. Ni l'un ni l'autre. Randonnée. Ce qui me plaît déjà, c'est que pour moi, il y a plusieurs facteurs de motivation, bien évidemment. Le premier, c'est d'avoir travaillé dans une CGSS, parce que c'est toujours un plaisir, au regard des missions qui me sont confiées. Et de par la mise en œuvre aussi des orientations stratégiques, de l'accompagnement en changement et de la gestion des ressources humaines. La gestion de l'humain, c'est un grand moteur pour moi. Moi, ce qui me plaît, c'est effectivement d'avoir la diversité des tâches déjà. Dans un périmètre comme le mien, je trouve que c'est la diversité des tâches. Travailler dans un secteur qui a un vrai impact sur le quotidien des gens, la santé, donc là ça me plaît beaucoup. De travailler aussi en codir sur des thématiques autres que les miennes, puisqu'on travaille aussi sur des thématiques retraite ou recouvrement, et ça je trouve que c'est important parce qu'on a une vision globale de l'assuré. Et ensuite, c'est vraiment nos relations partenariales qu'on peut avoir avec l'ensemble des partenaires sur le terrain. Et là, je trouve que ça c'est très très riche parce qu'il y a une vraie proximité sur le territoire et l'ensemble des partenaires pour vraiment essayer d'avoir des actions concrètes et positives sur le quotidien des gens. C'est un petit lézard vert. Voilà. C'est le caméléon qui change de couleur quoi, en fonction de là où il est. À Brégel, c'est le... comment ça s'appelle ça? Je ne me rappelle plus comment c'est déjà. L'aubergine. Moi, ce qui me marque bien tout, c'est la solidarité. Au niveau des îles, quelles que soient les îles, la notion d'entraide, la notion de vouloir aider les autres, qui se traduit différemment d'une île à l'autre. L'appellation de l'île, c'est la Réunion. Effectivement, quand on y vit, c'est vraiment la capacité à faire coexister différentes communautés qui s'affichent clairement. Et ce vivre ensemble, moi je trouve que c'est pas juste une image, c'est vraiment une réalité. Carré poisson rouge. Un Rougail Saucisse. Déjà en termes d'intensité, je trouve que c'est vraiment, il y a vraiment une action assez dynamique de travail dans dans un territoire comme La Réunion. Il y a une vraie dynamique de travail positive et les gens ont vraiment envie d'avancer. Donc je trouve que c'est quand même très bien comme expérience. Après, en capacité d'adaptation, il faut toujours trouver des solutions. On est un territoire éloigné de la métropole. Après, c'est la capacité, le plaisir de travailler avec des gens, des Réunionnais qui, je trouve, sont très investis
dans leur travail et qui ont vraiment à cœur de faire progresser leur territoire. Alors une expérience qui est pour moi très valorisante et au soleil toute l'année, c'est important. Ça reste aussi un modèle de CGSS puisque ça regroupe plusieurs branches et donc ça c'est extrêmement intéressant de le vivre et d'exercer dans ce domaine-là. Et bien évidemment, sur les Drômes, les CGSS, c'est véritablement un acteur reconnu dans les relations partenariales. Ah oui, c'est vraiment une fierté parce que vraiment avec tous les collaborateurs qui vraiment sont très investis, vraiment qui ont à cœur de défendre ce service public qui est vraiment identifié à La Réunion, cet objectif de contribuer vraiment, moi en l'occurrence dans mon secteur, sur la santé et d'avoir une action positive sur la santé des gens et qu'il n'y ait pas de frein pour eux, pour le Réunionnais. Comment j'ai contribué? Déjà c'est par rapport à mon périmètre aujourd'hui d'activité, qui est vraiment une vraie fierté parce que je me sens utile bien évidemment à l'accomplissement de mes missions de service public, aussi bien pour les assurés pour les revenus de substitution, le paiement des congés maternité, paternité, arrêt maladie, mais aussi le remboursement des feuilles de soins. Donc ça pour moi c'est une très grande fierté et aussi sur l'accompagnement à l'accès aux droits et notamment la complémentaire santé solidaire. Pas de mots créoles, je parle pas clair. On pourrait réfléchir, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ôtez et rejoins-moi. Voilà, c'était la vidéo tac au tac de la CGSS de La Réunion. Alors après ces témoignages sur l'expérience en Outre-mer, je vous propose d'aborder un autre sujet tout aussi important, qui peut être aussi un sujet d'inquiétude ou un frein à la mobilité pour certains. C'est le sujet de l'après, le retour en métropole. Celui de la question de la poursuite d'une mission en Outre-mer, alors sur le même territoire ou un autre territoire d'Outre-mer, ou d'une mobilité vers la métropole, et pourquoi pas du retour pour ceux qui en sont originaires. Alors pour en parler, on accueille Maude Boraigne qui est en distanciel, est avec nous. Vous êtes là, Maude ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Super, bienvenue. Et puis en plateau, Thierry Delaburde. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors vous êtes respectivement sous-directrice Maude de la gestion du risque à la CEPAM du Finistère et Thierry, directeur de l'URSSAF Poitou-Charentes. Vous avez tous les deux bien évidemment exercé en Outre-mer, 2 ans à Mayotte et 3 ans à La Réunion pour vous, Maude. Et puis à La Réunion, donc 6 ans, si je ne me dis pas de bêtises, pour vous Thierry. Alors, je vais commencer avec vous, Maude. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe, ce retour? Comment, après cette expérience, on prépare le retour et comment on le vit concrètement? Alors, je crois que le retour de l'outre-mer vers la métropole n'est pas très singulier. C'est-à-dire que ça peut ressembler à des mobilités de la métropole vers la métropole. À mon sens, il y a plusieurs choses sur la dimension professionnelle. La première, c'est finalement quel est le poste qui nous correspond. Et je pense que ça se pose de la même manière qu'on soit en métropole ou outre-mer. Et la chance que nous avons quand nous sommes outre-mer, ce qui a été dit par plusieurs des intervenants, c'est qu'on est dans des organismes multibranches. Donc ça permet vraiment de voir finalement la branche avec laquelle nous nous trouvons le plus d'affinité, le poste qui peut le mieux nous correspondre. Donc ça, je pense que c'est un beau terrain pour définir le poste qui effectivement va nous motiver. Après, concrètement, la candidature, une fois que nous avons trouvé le poste qui nous correspond, c'est une candidature, je parle donc de mon expérience, qui a été très accompagnée par Jean-Yves Casano dans ses fonctions de directeur de la MICOR. Donc, j'ai pas trouvé que c'était... il y avait un côté un peu hors du jeu du fait d'être outre-mer. Il faut savoir aussi que les agents de direction qui exercent outre-mer, comme ceux qui exercent en métropole, bénéficient des mêmes entretiens de carrière, des mêmes échanges avec les responsables ou directeurs des missions cadres dirigeants. Donc, pour ce qui concerne la dimension professionnelle, ce sur quoi je voulais vraiment insister, c'est l'aspect extrêmement accompagné. Dans le champ personnel, parce qu'effectivement, et je pense que c'est en fil rouge de toutes les missions, c'est aussi une dimension importante, projet de mobilité et quand ces projets se réalisent. Donc sur la partie personnelle, le retour en métropole,
Bien évidemment, nous bénéficions de l'accompagnement qui est prévu dans le cadre des mobilités, donc qui embarque toute la partie logistique, déménagement, aide à la recherche de logement. Et puis pour ceux qui ont des familles, ce qui va être notamment la recherche des lieux de scolarité et de garde. Je pense que dans ce sens-là, en fait, on a déjà l'expérience de la première fois. Donc, c'est-à-dire que moi, j'avais eu l'occasion de le faire à la fois à Mayotte et puis à La Réunion. Donc, il y a un côté déjà un peu habitué quand on fait cette mobilité dans le champ personnel. Donc, je pense que c'est pas ce qui embarque le plus d'énergie d'organiser la partie personnelle de retour en métropole pour ceux qui sont métropolitains. Alors, on s'est dit qu'on parlait vrai, on se disait les choses. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre aussi qu'une expérience en Outre-mer pouvait booster un peu la carrière de l'agent de direction. Alors, mythe ou réalité ? Ce qui est sûr, c'est que je pense que le fait d'exercer Outre-mer, ce sont des expériences qui sont extrêmement riches. Il y a un côté apprentissage qui est, à mon avis, accéléré Outre-mer, parce que, effectivement, ça a été mentionné aussi par l'ensemble des participants, en fait, le côté multiculturel. Donc, ça embarque des capacités d'adaptation à des environnements professionnels qui sont divers. Le fait de travailler en multibranche, ça oblige aussi à une certaine plasticité, c'est-à-dire de se dire, je m'adapte avec des normes et puis des consignes qui peuvent être variables selon les caisses nationales. Et après, selon les Outre-mer, là, je vais citer plutôt mon expérience à Mayotte, pendant laquelle j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre de PCA. Et c'est vrai que typiquement, après, quand il y a une gestion de crise, il y a une certaine capacité de prendre en charge de la crise parce que c'est des choses que nous avons déjà fait, et notamment à Mayotte, à plusieurs reprises. Donc, je pense effectivement que dans le cadre d'une procédure de recrutement, les compétences qui sont développées Outre-mer, c'est des compétences qui sont assez transférables et donc qui, effectivement, peuvent booster la carrière. Alors, dites-moi si je me trompe, Maud, mais au travers des différents témoignages qu'on a eus depuis le début de l'émission, j'ai l'impression que c'est un booster aussi d'expérience, de montée en compétences et qu'on apprend plus vite. Est-ce que j'ai bien compris ? En tout cas, moi, de ce que j'ai pu constater, effectivement, c'est des périodes où nous apprenons forcément beaucoup plus vite. Déjà parce qu'en fait, je pense qu'on est dans un environnement qui est différent et qui est différent et qui est loin. C'est-à-dire le fait de prendre l'avion, ça oblige aussi à réinterroger ses repères, ses modes de fonctionnement spontanés et se dire est-ce que c'est ce qu'il faut faire ? Et donc, ça développe des compétences qui vont être des compétences peut-être de pilotage, qui sont on va dire des compétences assez classiques dans la boîte à outils d'un agent de direction, mais aussi des compétences qui sont toutes les compétences relationnelles et qui, à mon sens, sont des compétences clés dans une carrière d'agent de direction. Et sur ce volet-là, très nettement, effectivement, l'expérience Outre-mer, je pense, favorise le développement de ces compétences relationnelles. Merci Maud. Alors Thierry, vous êtes avec nous en plateau. Vous justement, ce entre guillemets booster de carrière, comment vous l'avez vécu ? Est-ce que le passage en Outre-mer, vous pensez que ça valorise un peu votre parcours, enfin votre carrière ensuite ? Clairement, je pense que le premier point que je voulais signaler, je reprends un peu les propos de certains collègues qui se sont exprimés. Je pense que déjà, je voulais insister sur le fait qu'il fallait quand même beaucoup démystifier le territoire d'Outre-mer, puisque c'est des territoires qui ont, je dirais, une offre de soins, une offre d'éducation, une qualité de vie, je dirais, générale, qui est souvent finalement plus proche de la métropole que ce qu'on imagine. Ce qui fait que finalement, sur un projet vraiment maturé en Outre-mer, on peut s'y installer durablement et qu'il n'y a pas d'urgence au retour. Donc je viens à la réponse à votre question à travers un peu cette introduction. C'est d'ailleurs finalement, on a plusieurs exemples en tête, et notamment parmi ceux qui ont témoigné, des personnes qui se sont installées pendant 5, 10, 15 ans, qui ne ressentent pas d'urgence au retour, qui font peut-être plusieurs postes,
et qui du coup effectivement une fois qu'ils rentrent en métropole pour des raisons familiales ou professionnelles, à mon sens ont capitalisé sur une expérience qui est largement reconnue par les caisses nationales. Après, je pense que c'est malgré tout un booster de carrière au sens où quand comme dans mon cas on veut rentrer après une première expérience, il y a effectivement un véritable accompagnement des caisses nationales qui ont compris l'intérêt pour l'attractivité outre-mer de reconnaître cette expérience. On a plusieurs exemples dans toutes les branches d'ailleurs, d'anciens directeurs adjoints de CGSS, Martinique ou Réunion, qui sont devenus directeurs de CARSAT, de CEPAM ou d'URSSAF. Donc je pense que c'est un engagement qui reste informel, mais qui reste réel, malgré la succession de directeurs de caisse nationale vers cet accompagnement du retour en métropole sur un plan professionnel. Alors on va zoomer sur votre cas à vous. Vous êtes revenu du coup en métropole après un passage de 6 ans à La Réunion. À La Réunion, hein, c'est bien ça. Est-ce que c'est difficile du coup de retrouver un poste et combien de temps avez-vous anticipé pour finalement envisager ce retour en métropole ? Alors là aussi, un peu comme l'exprimait Maud Mouraine, je dirais que la méthode de préparation des candidatures est un peu la même que sur des mobilités classiques, c'est-à-dire qu'il faut l'avoir anticipé, il faut avoir fait connaître ses intentions avant même que les postes, je dirais, sortent. La petite différence peut-être, c'est cette posture d'accompagnement des caisses nationales qui savent bien que il y a une responsabilité peut-être un peu particulière à avoir accompagné un agent vers les DOM et que cette responsabilité est maintenue pour le retour. La petite différence est là-dessus, mais je dirais qu'après, sur la préparation des candidatures, le phénomène est le même, se faire connaître auprès de la direction des carrières, qui propose d'ailleurs les noms puisque vous êtes inscrit dans une logique de vivier, comme ça se fait sur des postes métropole, et puis ensuite, c'est le jeu des candidatures. Je dirais que ça ne marche pas à tous les coups, mais je pense qu'il y a quand même un accompagnement important. Alors on est sur une émission qui est dédiée à l'attractivité. On a envie quand même de donner aussi à ceux qui nous regardent peut-être de tenter ce parcours outre-marin. Si vous aviez quelques mots à dire sur la Réunion, en fait, la CGSS de la Réunion, l'île de la Réunion, pour donner envie de partir. Je dirais que le premier point, c'est que c'est un territoire véritablement doté de l'ensemble des services qu'on peut trouver en métropole, et je dirais peut-être même plus que dans pas mal de territoires un peu ruraux de la métropole, donc notamment sur l'offre d'éducation pour les enfants ou l'offre de soins. C'est vraiment un territoire qui a opéré un grand rattrapage, je dirais, par rapport à son point de départ historique, donc avec des populations dans les partenaires ou des agents en interne qui sont très engagés et qui sont vraiment très compétents. Donc en fait, vous arrivez dans un endroit où vous trouvez en face de vous des interlocuteurs de très bon niveau et où donc, comme on l'a dit tout à l'heure, vous apprenez aussi très vite parce que malgré tout, on a des spécificités de complexité qui existent dans ces territoires qui font que vous apprenez vite. Mais voilà, vraiment se dire, en fait, je vais dans un endroit où je vais apprendre aussi au contact des personnes extérieures. Deuxième point important aussi, c'est un gros niveau de délégation qui existe en CGSS. Ça a été un peu dit aussi, mécaniquement, vu que le directeur de CGSS a une vision interbranche, le directeur de branche a une vision qui est un peu amplifiée par rapport à un agent de direction d'une caisse de métropole. Donc là, je pense que c'est vraiment, quand on a envie de, je dirais, un peu prendre son envol, avoir plus d'autonomie, mais qu'on n'est pas encore directeur adjoint du CGSS, je pense que c'est vraiment une belle expérience d'exposition interne ou externe au niveau des partenariats. Voilà. Bon, je retiens une expérience en Outre-mer, c'est une expérience amplifiée. Exactement. Voilà, j'ai entendu le mot qui me plaît bien. Merci en tout cas à tous les deux pour votre témoignage. Alors avant de passer à la séquence suivante et de prendre vos questions, un dernier petit témoignage complémentaire, toujours avec Maud, mais pour en savoir un petit peu plus sur votre parcours, on regarde ces quelques images. Alors j'ai travaillé et vécu pendant 5 ans outre-mer, dans un premier temps à Mayotte et puis ensuite à La Réunion, et j'exerçais essentiellement des fonctions ressources. Alors je suis rentrée il y a quelques mois maintenant en métropole, au sein de la CEPAM du Finistère,
Et quand je repense à ces années ultramarines, ce qui m'apparaît vraiment de manière assez nette, c'est le caractère très formateur de l'expérience professionnelle. En effet, c'est une expérience dense, avec des sujets extrêmement variés, en lien notamment avec un rattachement à plusieurs caisses nationales, et des enjeux qui sont spécifiques au territoire, avec, je pense notamment à Mayotte, une réglementation qui est encore en cours de construction, puisque c'est une départementalisation récente, et donc ça impose un exercice peut-être un peu différent de celui auquel on est habitué au sein de la sécurité sociale. Donc ça, c'est le premier aspect. Ce qui me marque aussi, quand je repense à cette expérience outre-mer, c'est le caractère finalement projet de vie. C'est une étape importante dans une vie, de pouvoir passer plusieurs années dans un département qui est un département français, mais qui se trouve à des milliers de kilomètres. Et donc finalement, pouvoir continuer à travailler pour la sécurité sociale, pour le service public de la sécurité sociale, en prenant l'avion pendant des dizaines d'heures pour se rendre sur son lieu de travail, c'est quelque chose qui est forcément assez inédit. Et ce qui m'a marqué, et ce qui sans doute crée un attachement particulier à ces territoires, c'est la tradition d'accueil qui est très présente donc, à Mayotte et à La Réunion. Je pense notamment aux mariages maoris qui sont des grandes festivités et auxquelles finalement les personnes vous invitent assez spontanément. À La Réunion aussi, il y a une vraie tradition d'accueil. Et c'est vraiment une chance de pouvoir vivre dans des territoires qui sont forcément différents du territoire métropolitain, du fait de la distance, qui ont d'autres codes, d'autres référentiels, et d'être finalement aussi bien accueillis. Donc voilà, avec du recul, bien évidemment, je ne minimise pas l'impact logistique, la préparation de la mobilité, tout ce que ça embarque comme gestion de l'énergie, mais c'est quand même une très grande chance et j'encourage vivement tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui se projettent sur ce type de mobilité, à les mettre en œuvre parce que c'est avant tout une chance. Alors, Antenne, on me souffle dans l'oreille, Antenne, et donc merci Maude pour ce témoignage. On a bien compris, faire le choix de l'outre-mer, c'est avant tout une chance, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Alors, on arrive au terme de l'émission, mais pas complètement, puisqu'on va prendre d'abord quelques questions avant de conclure l'émission, et sont restés avec nous en plateau Aurélie, Thierry, Jean-Yves et Benoît pour les questions. Et la première question, si je la retrouve... On me les a envoyées, je me les suis écrites, la voilà. Comment se sont inscrites la préparation et installation en Outre-mer dans le cadre de votre projet familial? Et ça, naturellement, c'est une question pour vous, Aurélie et Thierry. Qui veut commencer? Peut-être, oui, effectivement, moi j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la mobilité du conjoint est forcément un élément très, très important qui peut-être doit encore être amélioré, je pense, de la part de nos réseaux. En tout cas, c'est bien évidemment un projet familial qu'il faut maturer parce que justement, je pense que les Outre-mer ont besoin de personnes qui sont mobiles mais qui y restent quelques années. Et donc pour ça, il faut avoir, je dirais, coché l'ensemble des cases de la satisfaction, pas uniquement la carrière personnelle, mais l'épanouissement des enfants, du conjoint. Je pense que c'est vraiment très important pour avoir le sentiment a posteriori d'avoir réussi son expérience dans une CGSS. Aurélie? Oui, tout à fait. D'abord, je pense que c'est le genre de projet qui emporte une dimension familiale importante quand on a une famille qui y suit. Donc le conjoint, mais également les enfants. Également quand on a des enfants qui, de par leur âge ou leurs études, sont amenés à rester en métropole. Moi, c'est mon cas, j'ai 2 enfants. J'ai un étudiant parisien et puis le cadet qui est parti avec nous. Donc tout ça, ça se prépare, même si c'est un laps de temps assez court. Il y a quand même la phase en amont où justement on commence à évoquer ce genre de projet sans pour autant avoir déjà candidaté.
Mais à mon sens, il y a justement cette phase de réflexion et de partage en famille qui prend, enfin en tout cas moi qui a pris quand même pas mal de temps, mais qui permet, une fois arrivé sur place, je pense, d'être un peu mieux justement préparé à l'ensemble des éventualités et des rituels de vie que l'on peut mettre en place pour que justement tout le monde puisse trouver sa place dans ces nouveaux modes de vie. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça me paraît important, c'est vraiment l'adaptabilité, y compris sur l'adaptabilité familiale. Donc, je rejoins Thierry sur l'accompagnement du conjoint, qui est quand même assez important parce qu'il y a cette notion de suivre, hein, c'est-à-dire le conjoint arrête lui un peu sa carrière pour suivre. Et puis, donc, il faut être bien au clair sur cette partie-là, je pense. Et en ce qui concerne par contre les enfants, je trouve vraiment que, encore une fois, c'est l'ouverture culturelle, l'ouverture d'esprit, la connaissance d'un nouveau territoire. Et je pense que c'est à nous, en arrivant, de faire en sorte que l'adaptation se passe bien, en étant tout à fait flexible à cette ouverture culturelle. Merci pour vos réponses, je crois qu'elles sont complètes. Quelle différence entre ce qui vous a été dit avant la prise de poste et la réalité? Alors ça, on peut avoir peut-être un gap entre ce qu'on nous vend, ce qu'on essaye de vous vendre aujourd'hui. On essaie de vous mettre un peu des étoiles dans les yeux, mais est-ce qu'il y a une différence et une grosse différence? Alors je vais laisser la parole à ma collègue parce que je suis assez mal placé étant originaire de La Réunion. J'ai pas vécu de... J'avais une connaissance a priori, je dirais, du sujet, donc voilà, j'avais pas de... Oui, effectivement, moi je trouve que c'est très très important de réussir à passer au-delà de ça, parce que quand vous commencez à annoncer que vous avez postulé dans tel ou tel territoire, je trouve qu'on a vite fait quand même de nous décourager un peu. Alors certes, des difficultés, il y en a, ça, je pense qu'il faut être clair là-dessus. Moi, avant même de candidater, j'avais eu un contact avec Jean-Yves Casano au téléphone qui avait été très clair là-dessus sur j'allais dire plus que les difficultés, les complexités à gérer, notamment au niveau de l'activité CGSS, etc. Il ne faut pas le cacher, ça, parce que, on l'a dit tout à l'heure, il y a une charge de travail qui est importante, il y a une transversalité vraiment à avoir avec l'ensemble des modes de fonctionnement. Donc ça, c'est très important. Mais pour autant, il ne faut pas se laisser tout de suite décourager par l'ensemble des préjugés. Et je pense que les personnes qu'il faut solliciter, là aussi je crois qu'on l'a déjà dit, mais c'est vraiment les personnes qui soit le vivent, soit l'ont vécu. Parce que ceux qui portent le plus de préjugés ne l'ont pas forcément vécu et ne relatent pas forcément la réalité du terrain. Vous avez raison de le rappeler. Alors, merci Aurélie. Du coup, Benoît, je vous regarde parce que la question s'adresse à vous, j'ai envie de dire. Les CGSS étant multirisques et multibranches, quel est le visage du pilotage? Un pilotage multifacette répondant aux exigences de chaque branche, chaque régime, ou un pilotage unifié pour porter une offre de service globale? Waouh. Quelle question! Alors, je ne peux pas vous dire vous avez 4 heures, ça c'est la blague, voilà. Parce qu'on ne les a pas. Alors, en CGSS, on a l'immense avantage d'être en multibranche, multirisque, tout le monde l'a dit. Donc évidemment, ça emporte les objectifs et les coches de chacun des régimes, y compris la mutualité sociale agricole. Donc ça donne un spectre, un champ de vision et un terrain de jeu qui est finalement très intéressant. Et ça oblige en effet à avoir un suivi à la fois en réponse aux objectifs de chacune des branches, et en même temps, il faut porter cette spécificité, cette particularité, cet immense avantage qu'ont les CGSS d'être transversales et donc d'être, comme l'a dit la vidéo tout à l'heure, des acteurs économiques et sociaux majeurs sur leur territoire. Et moi, je défends vraiment ce contexte de CGSS, cette transversalité, cette réponse globale aux besoins d'un territoire et aux besoins des assurés, finalement, sur un territoire. On n'a pas une réponse, on a la chance d'en avoir plusieurs, toute une palette. Donc, en résumé, le pilotage, il est à la fois vertical et horizontal. Il faut être bien organisé, et c'est un gros travail. Mais c'est aussi, je pense, l'occasion, alors à la fois pour les futurs candidats ou les candidats,
de découvrir une gestion et un pilotage multiple et transversal. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement focus sur son régime, sa branche, son objectif, on l'intègre dans un ensemble global, dans une préoccupation de rendre un service de qualité sur son territoire. Merci Benoît. Et je reste avec vous. Autre question, quel est le profil idéal pour candidater? Alors, si on peut parler d'avoir un profil idéal, on a compris que ce n'est pas forcément Indiana Jones, il n'est pas forcément célibataire sans enfant. Mais alors le profil, le candidat idéal? Alors je dirais qu'il faut d'abord avoir envie. Il faut avoir envie de sortir de son confort et de la situation dans laquelle on vit professionnellement et personnellement à un moment donné. Ensuite, il faut être ouvert. Il faut être ouvert à la nouveauté, au changement, à ce qui va arriver qu'on ne connaît pas. Il faut également être adaptable, ça a été dit par tout le monde. Mais on ne sait jamais ce qui va se passer quand on arrive le matin dans une CGSS. Hein. Voilà. Ça fait rire tous mes collègues, mais ils le savent parce que c'est vrai. Il se passe plein de trucs. Forcément, on est un enjeu collectif, territorial, permanent sur tous les secteurs. Donc voilà, il faut être ouvert à cette nouveauté et donc être adaptable. Et puis après, je pense qu'il faut vraiment être convaincu de la mission de service public qui est la nôtre en CGSS sur son territoire. C'est le plus gros acteur économique et social de son territoire, la CGSS. Donc ça emporte des obligations de qualité de service, de qualité relationnelle, de réaction, de partenariat. Et si vous avez envie de tout ça, c'est quand même sympa. C'est des choses qui sont intéressantes. Et puis, je trouve que tous les profils sont acceptés, comme on dit. Mais il faut être, peuvent candidater. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment avoir bien réfléchi à sa question personnelle. Par exemple, il faut savoir se projeter. Ma vie va être différente. Je ne peux pas imaginer qu'elle va être exactement la même que quand j'étais à Bourges, dans une CEPAM. Ça va forcément être différent. Donc il faut cette capacité à imaginer aussi ce que ça va être, même quand on ne connaît pas un territoire. Ce n'est pas du tout un obstacle, au contraire. Simplement, il faut un peu de capacité à se projeter et puis à embarquer aussi son environnement familial et ou amical. Voilà, ça se prépare en fait. Nécessairement un projet mûri. Voilà. À l'avance quand même. Merci Benoît. Alors dernière question, c'est qui peut-on contacter pour préparer un projet de mobilité en Outre-mer? Alors là, on va souffler les réponses, donc je vais vous les donner. Se référer au guide de mobilité des ADD qui dispose d'un focus sur la mobilité en Outre-mer. La dernière version sera mise en ligne cette semaine sur l'espace carrière ADD du site de Lucans. Contactez les missions et départements gestion 4 dirigeants de votre branche. Ils pourront répondre peut-être à vos questions et vous aider dans votre démarche. Et puis, on a essayé aussi d'imaginer, d'organiser, pourquoi pas, un réseau d'ambassadeurs, collègues qui sont en Outre-mer ou qui ont vécu cette expérience et qui pourraient être prêts à vous renseigner, à vous donner quelques conseils pour préparer au mieux finalement votre projet de mobilité, parce que c'est un projet, on l'a vu, global, personnel, professionnel. N'hésitez donc pas à contacter les personnes déjà qui sont intervenues dans cette émission, vous avez bien compris, qui sont à vos dispositions. Je ne dis pas qu'ils attendent vos appels, parce qu'ils vont rentrer après peut-être dans leur CGSS avec plein de travail, mais en tout cas, ils se feront un plaisir de répondre à vos interrogations. Avant de conclure... Par rapport aux interlocuteurs, il faut aussi noter, parce que là, effectivement, il y a les acteurs de terrain. Dans les organismes nationaux, côté Caisse nationale d'assurance vieillesse, il y a François Brousse, qui est vraiment le directeur qui coordonne toutes les activités outre-mer. Donc, on donnera les coordonnées pour ceux qui sont intéressés. Et puis, côté URSSAF, Caisse nationale, c'est Éric Lebon, pareil, qui peut être contacté, qui se déplace régulièrement et qui a aussi une lecture. Donc, c'est intéressant d'avoir les lectures croisées entre les collègues du terrain et puis les gens du national. Vous avez raison de compléter, voilà, il faut avoir tous les contacts possibles. Et comme vous avez pris la parole, je vous propose de la garder pour faire un mot de conclusion. On passera aussi quand même la parole aussi quelques minutes à Benoît si vous avez quelques mots de conclusion avant de clore complètement cette émission. Non, en conclusion, vraiment, 2 mots, c'est merci à tous les participants d'avoir partagé cette expérience-là. Moi, pour travailler avec les Outre-mer depuis très longtemps, y passer du temps, je peux confirmer que tout ce qui a été dit, c'est pas carte postale, c'est vraiment raccord avec les réalités de vie. Et je ne peux qu'inciter les personnes qui nous écoutent ou ceux qui pourront nous écouter demain ou après-demain en streaming, vraiment d'aller à la pêche aux informations et de tenter l'aventure parce que c'est vraiment une expérience assez fantastique.
Et merci à vous pour avoir géré cette émission. Ah bah, avec plaisir. Moi, j'entends, faut franchir le pas et candidater. Benoît. Bien, moi, je voudrais remercier bien sûr tous ceux qui ont témoigné, participé, les nombreux participants également au webinaire, très très nombreux m'a-t-on dit, qui auront l'occasion de se rattraper si leurs collègues ont raté le créneau horaire. Voilà, je pense que l'idée c'est de donner envie, c'est donner au moins envie de s'intéresser. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, ça va nous conduire à élaborer un guide des bonnes pratiques pour les caisses nationales, pour justement les aider, les aiguiller dans un certain nombre de propositions et de projets. Il y en a beaucoup, mais en tout cas, voilà, sachez que les Outre-mer, c'est un temps de carrière, je pense, extraordinaire, dont il faut savoir aussi profiter. Et j'en profite, c'est le cas de le dire aussi, pour dire qu'il y a pas mal de vacances de poste en ce moment, dans les CGSS. Vous pouvez regarder, il y en a en Guyane, il y en a à La Réunion, il y en a à la Guadeloupe. Voilà, donc c'est pas que théorique, c'est aussi un webinaire qui a une vocation pratique. Et il est tellement pratique que le lien vient justement d'être publié dans le chat de conversation du webinaire, m'a-t-on soufflé. Voilà, comme ça, ce que Benoît est en train de vous dire, vous pouvez déjà cliquer, aller vous renseigner sur les appels à candidature qui sont en cours. Si vous êtes actuellement en pleine réflexion pour candidater en Outre-mer, on espère que l'émission vous aura été utile et vous aura éclairé sur tout ce qui peut s'offrir à vous en sautant le pas. Vous pouvez contacter les intervenants du jour, ils feront un plaisir de répondre à vos questions. Retrouvez l'intégralité du webinaire sur le site de Lucans TV. Si vous souhaitez retrouver les offres à pourvoir, vous avez compris, le lien il est disponible dans le chat, mais sinon vous pouvez aussi vous rendre sur le site de Lucans, son site de recrutement. Vous devez avoir un questionnaire aussi de satisfaction de cette émission qui est apparu, donc n'hésitez pas à cliquer pour donner votre avis, c'est important pour organiser les émissions suivantes et pourquoi pas une autre émission sur l'outre-mer et l'attractivité en outre-mer. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et bonne candidature.